Donc je tenais tout d'abord à remercier les organisateurs du congrès et puis surtout Jacqueline d'avoir pensé à moi pour parler des liens qu'il existe entre les niveaux d'activité physique et le cancer du sein. Et je vais m'intéresser à différentes étapes du cancer du sein, à la fois le risque de développer la maladie et après la prise en charge chez le patient. Alors, il faut savoir que l'inactivité physique qui touche à peu près en France, alors on a des variabilités en fonction des études, mais on est à peu près à 35% de la population française qui est qualifiée d'inactive. Cette inactivité physique, elle est responsable d'environ 6 à 10% des pathologies chroniques non transmissibles à travers le monde. Parmi ces pathologies chroniques, on a les maladies métaboliques, diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, la dépression, la démence, et puis, un peu plus récemment, les cancers. Et quand les études sont sorties, elles se sont intéressées principalement au cancer du côlon et au cancer du sein qui nous intéressent aujourd'hui. Alors en juillet 2016, le Lancet publiait une étude qui mentionnait enfin le coût de cette inactivité physique au niveau mondial. Et on sait que l'inactivité physique a coûté au monde, donc ça c'était en 2013, un peu plus de 67 milliards de dollars, qui se répartissent sur des dépenses de santé, bien évidemment, et puis aussi une perte de productivité. Alors, cette inactivité physique, on arrive maintenant à déterminer, en fonction des types de cancer, le pourcentage de cancers qui serait attribuable à ce manque d'activité physique. C'est une étude d'Aren Brenner, une équipe du Canada. Et en ce qui concerne le cancer du sein, ils ont pu déterminer qu'environ 17,4% des cancers du sein pourraient être attribuables à une inactivité physique. Il faut savoir qu'à peu près, alors tous les cancers n'ont pas été étudiés, seul le cancer de la prostate aujourd'hui ne montre aucun lien pour le moment, hein, ça c'était en 2017, entre le niveau d'activité physique et le risque de développer un cancer de la prostate. En tout cas sur le sein, on pourrait potentiellement éviter ce pourcentage-là. Alors si on veut justement tenter de réverser ce comportement, il faut qu'on soit très au clair sur la définition de l'inactivité physique. L'inactivité physique caractérise un manque d'activité physique. Ça veut dire qu'on ne fait pas assez. C'est pas qu'on fait rien du tout, c'est qu'on ne fait pas assez. Et donc on a déterminé un seuil. Quand vous êtes à gauche, c'est que vous êtes justement considéré comme une personne inactive. Et quand vous êtes là, c'est que vous êtes considéré comme une personne active. Ce seuil, il va dépendre de la durée de l'activité physique que vous réalisez, mais aussi de son intensité. Donc, on considère que vous serez inactif si vous réalisez moins de 30 minutes d'activité physique modérée au moins 5 fois par semaine. Ou alors, si cette activité physique est un peu plus intense, eh bien ce sera 20 minutes d'activité physique intense au moins 3 fois par semaine. Ce qui est intéressant aussi, c'est de raisonner en termes de dépenses énergétiques. L'idée, c'est de dépenser une certaine dépense énergétique au sein de la semaine. Et cette dépense énergétique, au fond, on peut la dépenser à travers des activités qui vont peut-être durer un peu moins longtemps, mais très intenses, ou plus longtemps et moins intenses. Et là, quand on s'intéresse à ça, on parle en mètres, ce qui ne parle pas trop à la population générale, mais on est sur à peu près 600 métaboliques, donc mètres minutes par semaine, 10 mètres par semaine. Cette définition ne doit pas être confondue, ou en tout cas ce comportement ne doit pas être confondu avec la sédentarité. La sédentarité, elle définit un comportement au cours duquel la personne va rester assise ou allongée plus de 8 heures par jour sans compter les temps de sommeil. Ce qui veut dire qu'on est bien sur deux facteurs de risque complètement indépendants. À la fois, vous pouvez être sédentaire et donc comme là, depuis ce matin, on passe quand même pas mal de temps assis, et être quelqu'un d'extrêmement actif parce que vous dépassez le seuil. Donc en termes d'oncologie, mais c'est un peu le cas pour d'autres pathologies, il faudra lutter à la fois contre la sédentarité et donc ne pas rester trop longtemps assis, et en plus avoir une quantité d'activité physique suffisante au quotidien. Alors, si on arrive justement à contrecarrer cette inactivité physique, est-ce qu'on a des bénéfices dans le cancer du sein? Eh bien oui, des études ont pu montrer en prévention primaire que l'activité physique, si elle était régulière, eh bien elle pouvait réduire d'environ 20 à 25% le risque de cancer du sein. On a jusqu'à aujourd'hui à peu près 111 études qui sont intéressées à ce lien-là, et sur les 111 études, vous voyez, 80 ont montré que le risque était diminué. La différence entre ces chiffres-là ne sont pas des études qui ont montré qu'il y avait une aggravation du risque. À l'heure actuelle, on n'a aucune étude qui montre une aggravation du risque de cancer du sein, pardon. On est juste sur des études qui ont montré pas d'effet, ou en tout cas pas significatif. Ce
Ce qui veut dire que sur ces études-là, l'AICR, qui est l'American Institute for Cancer Research, considère que le niveau de preuve est suffisant pour qualifier l'activité physique ayant un rôle protecteur sur le risque de cancer du sein. L'amplitude, elle varie en fonction des études, et ce qui est intéressant, c'est que 45 études sur 54 ont montré un effet dose-réponse. Ce qui veut dire que plus les femmes faisaient d'activité physique, plus la réduction du risque était importante. On a bien évidemment un effet seuil. Au bout d'un moment, vous avez beau augmenter cette dépense énergétique sur la semaine, on n'arrive pas à réduire au-delà de ces 25%. Alors, il faut quand même creuser un petit peu plus loin, parce que là, je vous parle de cancer du sein, mais des cancers du sein, il y en a plein. Et donc, quand on s'intéresse un peu aux différences entre déjà cancer du sein post-ménopause ou pré-ménopause, les résultats ne sont pas tout à fait pareils. Pour les cancers du sein post-ménopause, l'activité physique dite en général, donc dans les publics qui s'intéressent à l'activité physique soit dite récréationnelle, donc l'activité physique de loisir, soit professionnelle, soit vraiment du sport. Tout ça, en effet, si on le fait de manière régulière et qu'on dépasse le seuil, c'est bénéfique sur le risque de cancer en post-ménopause. Par contre, pour avoir un effet sur le cancer du sein en pré-ménopause, seule l'activité physique d'intensité élevée est protectrice. On n'a pas d'effet significatif avec une intensité qui est en dessous d'une intensité élevée. Ça, c'est important. Après, il y a certaines études, alors elles ne sont pas très nombreuses, mais ça viendra, qui ont essayé de stratifier cette protection en fonction de l'IMC, en fonction de l'expression des récepteurs au niveau tumoral, les récepteurs à l'œstrogène, mais aussi les récepteurs à la progestérone, la parité, si la femme est nullipare ou multipare, et l'histoire familiale. On s'est rendu compte que l'IMC, plus il diminue, plus la protection est importante. Par contre, pour les femmes obèses avec un IMC qui est supérieur à 30, le risque chute à 1%, enfin la diminution du risque chute à 1%. Donc la plupart des études considèrent que pour les femmes obèses, malgré une pratique d'activité physique, on n'arrive pas à diminuer le risque de cancer du sein. Sur l'expression des récepteurs, ça fonctionne pour les deux, mais le risque est plus important, enfin l'effet de l'activité physique est plus important pour les tumeurs qui sont ER-, PR-. Et pour la parité, on a aussi une réduction du risque dans les deux cas, mais il est plus important pour les femmes qui ont déjà eu un enfant versus celles qui sont nullipares. Par contre, important, chez les femmes qui avaient une histoire familiale de cancer du sein, l'activité physique, en tout cas en termes de risque, n'a pas d'impact. Ce qui veut dire que les facteurs génétiques, vous avez beau pratiquer une activité physique, ça n'aura pas d'impact sur la mutation de certains gènes familiaux comme le BRCA1 ou A2 qu'on connaît. Alors, qu'est-ce qui fait que lorsqu'on est actif, on arrive justement à réduire son risque de développer un cancer du sein? Je vous mets quelques pistes. Certaines sont plus étayées que d'autres. Des effets directs et indirects. Premièrement, sur les effets directs, il a été montré, alors en fonction de la pratique et surtout de son intensité, que lorsque l'intensité est modérée et l'activité physique est régulière, on arrive à avoir une augmentation des défenses du système immunitaire, des défenses immunitaires, et que ça pourrait participer justement à mieux détecter l'arrivée de cellules cancéreuses. L'autre effet direct là, qui est très bien décrit dans le cancer du sein, c'est la modulation des concentrations en hormones, principalement en oestrogène, et aussi en protéines porteuses des hormones libres. On a dans notre sang des hormones qui se baladent, l'œstrogène qui va être libre, et ça c'est pas très bien. L'idée c'est d'augmenter les protéines porteuses de ces hormones libres qui vont les attraper et qui vont faire qu'elles seront moins libres dans le sang et moins activatrices de transformation cellulaire. En termes d'effets indirects, l'activité physique va diminuer la masse grasse, qui est un facteur de risque de cancer du sein, va diminuer le taux de sucre dans le sang, donc on se rend compte que les gens ont une meilleure insulinosensibilité, et enfin l'activité physique est souvent associée à une meilleure hygiène de vie, donc on entend par là moins de consommation de tabac, d'alcool, un meilleur sommeil, et puis via la sécrétion d'endorphines, un bien-être. Donc tout ça contribue, on est plutôt sur un rôle et un impact sur les facteurs de risque de cancer. Alors, donc ça c'était prévention primaire, ça veut dire qu'on s'intéresse à quelqu'un qui est sain et qui potentiellement pouvait développer la maladie. Maintenant on passe en prévention tertiaire, ça veut dire que je vais vous parler plutôt des femmes qui sont atteintes par un cancer du sein et on s'intéresse à leur prise en charge par l'activité physique. Et on sait, alors il y a quand même beaucoup moins d'études sur le sujet, mais les preuves sont quand même convaincantes, que l'activité physique en prévention tertiaire réduit le risque de mortalité et de rechute
Et là, en fonction des publis, on est entre 20 et 45%. Et vous verrez aussi qu'on a une grande hétérogénéité parce que là encore, on fait des sous-groupes en fonction du type de cancer. Alors, je vous mets ici un bilan d'études. Alors, tous les noms, là, ce sont des études différentes, avec les petits points. On place un seuil à 1. À 1, là, c'est le risque de décéder d'un cancer du sein. Si vous êtes à gauche, ça veut dire que ce risque de décéder d'un cancer du sein, il est plus faible. Et puis, si on passe de ce côté-là, c'est qu'il va être plus important. Et chaque petit point va correspondre à une étude qui a été faite par des chercheurs. Vous avez le nombre de patientes qui sont inclus dans ces études ici. Le graphe de haut va correspondre aux études qui se sont intéressées à la pratique d'activité physique en amont du diagnostic de cancer du sein. Et donc vous pouvez voir, excepté la dernière et la première étude, toutes montrent une diminution du risque de décéder d'un cancer du sein si on a pratiqué avant le diagnostic. Là, vous avez la même chose, sauf que la pratique d'activité physique est faite au moment du diagnostic. Et vous voyez, on a une étude où on ne voit pas d'effet, mais on est aussi à gauche, c'est-à-dire qu'on montre que quand bien même l'activité physique est commencée au moment du diagnostic, il n'est jamais trop tard pour pratiquer, parce qu'on arrive aussi à diminuer le risque de décéder de cette pathologie. Alors, si on se focalise vraiment sur les résultats qui sont issus, on trouve sur Internet, sur le site de l'INCa, l'Institut du cancer, le gros rapport de l'INCa qui est sorti en 2017 et qui est basé que sur l'impact de l'activité physique dans les cancers. Et on a une publi de Courneilla qui s'est intéressée à l'espérance de vie de patientes sur 8 ans. 8 ans après le diagnostic, cancer du sein, et des femmes qui pratiquaient versus ne pratiquaient pas d'activité physique. Et il montre qu'on arrive à réduire le risque de rechute de 25%, la mortalité globale entre 30 et 45%, et la mortalité spécifique entre 35 et 45%. Si on poule tous ces cancers du sein dans cette étude de Courneilla, l'effet, il est significatif, mais vraiment border. Quand on commence à stratifier en fonction des groupes, il y a des choses intéressantes. C'est que là, on se rend compte que l'effet est encore plus important en termes de survie chez les femmes en surpoids et obèses. Tout l'inverse de tout à l'heure sur le risque. Donc ça marche aussi sur les femmes avec un IMC normal, mais on se rend compte que les femmes qui sont en surpoids ou obèses, eh bien, le fait qu'elles pratiquent une activité physique, l'impact sur leur survie est encore plus important. On a un effet encore plus important sur les grades 2 et 3, sur les tumeurs qui sont ER+, ou R2 positives, et sur les femmes qui sont sous chimio, principalement à base de taxane. Et là, c'est intéressant parce qu'on peut aussi potentiellement se dire que l'activité physique pratiquée peut peut-être améliorer l'efficacité de certains traitements. Et on commence à voir des publications comme ça émerger. Alors, des mécanismes un peu complexes qui expliqueraient ça. Là, c'est encore très hypothétique. Il faut savoir que autant sur le risque, on a des choses un peu plus sûres, mais en termes de survie, on a très peu de choses chez l'homme, chez la femme parce que c'est invasif, et on est souvent sur du préclinique, donc il faut prendre ces résultats vraiment avec précaution. Alors, graisse abdominale et myokine, on est à peu près sur le même fonctionnement. Il y a des publications scientifiques qui ont montré que le tissu adipeux relarguait ce qu'on appelle des adipokines, donc des petites molécules dans le sang. Certaines, comme la leptine, vont favoriser la prolifération des cellules cancéreuses mammaires, et à l'inverse, l'adiponectine va empêcher les cellules cancéreuses mammaires de proliférer. Quand la femme a beaucoup de masse graisseuse, ça va être en faveur des adipokines qui ne sont pas bonnes, qui favorisent la prolifération des cellules. Et plus on va jouer sur la masse grasse, plus on va rétablir ce ratio-là. On va plutôt faire sécréter des adipokines qui sont bénéfiques et on va diminuer celles qui sont néfastes. Il y a des publis aussi récentes qui montrent qu'au sein du sein, on a une communication et un dialogue très de proximité entre les adipocytes mammaires et les cellules du sein, avec encore une fois un relargage de molécules qui peut soit favoriser, soit empêcher le développement de la tumeur. Sur les myokines, depuis peu, on qualifie le muscle comme un organe aussi à sécrétion. Et il y a quelques myokines sécrétées par le muscle. Donc dès que vous contractez votre muscle, eh bien, le muscle relargue des molécules dans votre sang. Et ces muscles-là, elles se promènent. Et si elles arrivent sur un territoire tumoral, il y a quelques publics qui ont montré que là aussi, elles pouvaient jouer soit sur un arrêt de la division des cellules cancéreuses, soit sur l'induction de l'hormone. L'insulinorésistance et les hormones, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le même principe. Ça permet de diminuer le taux d'hormones libres. Et puis là, un papier préclinique
Donc voilà, faut pas trop élargir les mécanismes, mais qui était intéressant, ça a été fait chez la souris. Et ils ont montré chez les souris avec des tumeurs mammaires qui tournaient dans une roue et qui faisaient à peu près 6 km d'activité physique par jour, versus celles qui n'en faisaient pas. Eh bien, ces souris-là avaient des cellules du système immunitaire qui arrivaient dans leurs tumeurs pour les tuer. Et il l'explique par une sécrétion des catécholamines, principalement de l'adrénaline, qui permet justement de jouer sur le recrutement de ces cellules. Et le dernier mécanisme en lien avec la chimiothérapie, il y a une étude toujours du groupe canadien, Cornelia, qui a montré que chez des femmes qui étaient sous chimio et qui pédalaient, donc elles étaient sur ergocycle pendant la perfusion de leur chimio, eh bien, versus celles qui n'avaient pas ça, on avait plus de chimiothérapie à arriver au niveau de la tumeur parce que ça jouait sur la vascularisation et les néovaisseaux et donc potentiellement, je dis bien potentiellement, plus d'efficacité des traitements, mais là on reste encore prudent sur ça. Donc voilà pour la mortalité et la rechute. Et puis ce qui est le plus connu, très clairement, l'activité physique en prévention tertiaire, elle réduit les effets secondaires à la fois de la maladie et des traitements. Et donc elle lutte contre le déconditionnement. Déconditionnement parce que les patientes, elles ont une altération de leur capacité cardio-respiratoire liée au cancer, mais liée au traitement. Les patientes vont perdre très rapidement, vont pouvoir baisser leur VO2 pic. Et donc c'est important de prendre en charge dès le début du diagnostic pour éviter cette diminution qui peut parfois aller jusqu'à 30%. Et aussi, on voit chez ces patientes, en fonction de l'évolution de leur maladie, une altération des propriétés musculaires. On a parfois des patientes en fonction du grade qui vont avoir une perte de masse musculaire très importante et aussi une perte de force. Et donc l'idée, c'est que l'activité physique, en fonction des modalités, eh bien, va pouvoir réverser ça. Alors, j'ai tout compilé sur une même diapo. Ce qu'on sait aujourd'hui, et là, c'est très bien établi, c'est que l'activité physique, alors généralement, on est sur des programmes, j'y reviendrai après, mais qui mixent, qui combinent pour avoir le max de bénéfices, aérobie et renforcement musculaire. Et on est souvent sur des bénéfices pour des programmes qui dépassent 8 semaines. Donc ça améliore la masse et la force musculaire, la VO2 pic, les complications périopératoires, où on a des femmes qui ont des durées d'hospitalisation qui sont moins longues si on les réentraîne à l'hôpital. On arrive à empêcher une diminution de la DMO suite à certains traitements d'hormonothérapie et jouer aussi sur la masse grasse parce que vous avez des patientes qui, sous chimio, vont prendre 20 kg en très peu de temps liés aux molécules et aux traitements. Donc les prendre en charge très précocement va aussi éviter cette prise de poids. Et enfin, des études intéressantes aussi sur ce qu'on appelle le completion rate, c'est-à-dire le pourcentage de femmes qui vont réussir à terminer leur cycle de chimiothérapie. Et on sait aussi que quand ces femmes font de l'activité physique, eh bien, elles arrivent à plus facilement terminer leur cycle de chimiothérapie, alors que certaines trop fatiguées vont devoir soit arrêter, soit se voient diminuer les doses, donc moins d'efficacité. Sur la qualité de vie, on a aussi des bienfaits très clairs, et notamment sur la fatigue. La fatigue qui se retrouve chez à peu près 80 à 100% des patients, qui se découvrent. Souvent, les patients vont venir consulter parce que de toute façon, ils se sentent fatigués. Et c'est une fatigue qui est présente parfois encore 2, 3, 4, 5 ans après la pathologie. Donc voilà, il faut se rendre compte qu'on est sur un symptôme qui est très important et très invalidant. Ce n'est pas la fatigue qu'on connaît, c'est une fatigue qui n'est absolument pas améliorée par le repos ou le sommeil. Et aujourd'hui, la seule stratégie qui est proposée et qui est efficace pour lutter contre cette fatigue, on n'a pas de médicaments, c'est pratiquer de manière régulière une activité physique adaptée. De fait, on arrive aussi à réduire l'anxiété-dépression qui est très présente dans le cancer du sein. On a des grosses différences de pourcentage d'anxiété-dépression en fonction des types de cancer. Dans le cancer du sein, on a une forte anxiété et là aussi l'activité physique peut jouer. Alors, quelle est la conduite à tenir ? Vous avez vu que j'emploie pas le mot sport, mais bien activité physique, parce que justement, on est dans une prise en charge d'activité physique adaptée, donc c'est pas que le sport, c'est de l'activité physique. Donc, tout mouvement produit par les muscles squelettiques responsable d'une augmentation de la dépense énergétique. Ce qu'on veut, c'est dépenser de l'énergie. Vous pouvez le faire de plein de façons, des déplacements, les activités domestiques, les activités professionnelles et le sport potentiellement.
Ça, c'est important en termes de sensibilisation des patients parce que quand les cancers, pour des personnes qui sont assez âgées, eh bien, jardiner, bricoler, vous allez générer une dépense énergétique, donc c'est intéressant et c'est protecteur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, dans l'idéal, si on s'intéresse au risque, c'est avoir une pratique tout au long de la vie, mais on a vu en tout cas que sur la mortalité, commencer au moment du diagnostic, on regarde aussi en bénéfice. Il faut que cette activité physique soit régulière, raisonnable et raisonnée, avec un objectif précis. Et puis, limiter les temps de sédentarité. Ce qui sort maintenant dans la littérature, c'est pas plus d'1 heure et demie à 2 heures consécutives. Après, on se lève et on modifie le retour veineux et on sait que 5 minutes de pause peut déjà limiter les désagréments liés à la position assise. En termes de recommandations, on n'a pas de recommandations spécifiques pour les patients atteints de cancer du sein. Ça reste les recommandations de l'OMS, donc pour la population générale. Et c'est en ça qu'on doit encore travailler pour les adapter au mieux en fonction des patients. Donc 30 minutes d'activité physique à visée cardio-respiratoire, 5 jours par semaine, d'intensité modérée à élevée. Ça c'est important parce qu'il y a 5 ans on ne disait pas ça, on était plutôt sur d'intensité faible à modérée. Et surtout combiné avec 2 séances de renforcement musculaire. Toutes les études qui ont comparé l'effet de la combinaison versus de l'aérobie seule montrent que dès qu'on combine avec du renfort, on a toujours plus de bénéfices chez les patientes et les patients, même pour d'autres types de cancers. Alors, intensité modérée à élevée, pourquoi? Je vous montre juste vite fait des résultats. Ce n'était pas dans le cancer du sein, c'était la prostate, mais ça reste un cancer dépendant des hormones qu'on a fait au laboratoire, où en fait, donc, nos souris avaient un cancer et on a essayé 2 modalités. Soit du tapis roulant, où on met la petite souris sur un tapis et on impose une certaine vitesse. Donc on est à une intensité très précise. Et elle courait pendant 1 heure. Et on a pu voir que, donc vous avez les souris cancer, la tumeur elle pousse là, en bleu. Les souris qui étaient sur tapis roulant, bah, leur tumeur elle pousse, mais elle pousse quand même beaucoup moins. Là, on a mis de la radiothérapie, c'est efficace. Et puis quand on a cumulé la radiothérapie avec l'activité physique sur tapis roulant, on a amélioré l'efficacité de la radiothérapie. On s'est demandé, on a cherché les mécanismes, et puis on s'est dit, au fond, est-ce que c'est une question d'intensité? Est-ce que ça dépend des modalités? On a refait la même chose, mais cette fois, les souris, on ne les a pas mises sur un tapis, on leur a proposé une roue d'activité, comme les petits hamsters, et elles y vont quand elles veulent. Et l'intensité n'est pas modulée par nous, c'est elles qui vont pouvoir courir très vite ou être plus cool dans la roue. Et là, on voit que la tumeur pousse, que la souris qui fait à peu près 5 km par jour dans sa roue, ça n'a aucun impact sur la croissance tumorale, que la radiothérapie est toujours efficace, mais que l'activité physique n'a absolument pas amélioré, lorsqu'elle est spontanée, l'efficacité de cette radiothérapie. On s'est demandé si c'était une question de timing et s'il fallait le faire un peu plus longtemps. Et quand on a poussé de 5 semaines supplémentaires les manips, on s'est rendu compte qu'il n'y avait toujours pas d'effet. Alors ça reste du préclinique, c'est à creuser, mais ça montre qu'il y a encore beaucoup à faire en termes de précision des modalités d'activité physique sur les programmes à proposer aux patients. Et l'INSERM a sorti en 2019 un rapport d'expertise qui montre bien que les grands enjeux qui arrivent maintenant, c'est ça en matière d'APA, c'est être capable d'intégrer l'activité physique de manière pérenne dans les comportements des gens, mais surtout d'être capable de faire une prise en charge clairement spécifique et adaptée aux patients et pas une prise en charge globale avec des recommandations très générales. Surtout que FACI en 2016 et l'étude VICAN 2 nous montrent que dès le diagnostic, les patients, 2 tiers des patients arrêtent leur pratique d'activité physique, donc c'est tout ce qu'on ne veut pas. Et en plus, ils ont tendance, pour la plupart, à arrêter leur activité physique d'intensité vigoureuse. Donc ce qui veut dire que, c'est bien, là je vous parle d'activité physique, mais il faut quand même retenir qu'à partir du moment où on prend en charge un patient, il faut lui proposer un programme encadré, et que l'activité physique qu'il pourra faire comme ça, de manière individuelle, en tout cas au début, ça ne sera sûrement pas suffisamment efficace. Toutes les études et les essais cliniques sont sur des études où on propose un programme très encadré aux patients. Il ne faut pas l'oublier, on est sur quelque chose qui est bien designé. Donc, importance de l'intensité qui reste encore à démontrer si on veut majorer. Donc, je finirai, alors on n'est pas dans le sport de haut niveau, mais ça a son importance aussi sur le rôle du cadre activité physique adaptée. Hein. Très clairement, il a un rôle important parce que c'est lui qui va sensibiliser les patients. C'est lui qui va lui dire où aller pour trouver cette pratique à faire. Et puis c'est lui qui fera le lien avec le corps médical, puisque depuis 2017, il y a quand même un décret qui est sorti sur le sport sur ordonnance qui met du temps à se mettre en place en France. Et donc c'est important que les cadres APA et les médecins puissent échanger ensemble si on veut améliorer la prise en charge de nos patients. Donc voilà.